Voilà, donc la première question, c'est pour Lucille. Pourquoi faire un pré-traitement à la chaux sur des sols à faible plasticité? Est-ce que c'est pour activer le laitier? Donc alors déjà, moi, la campagne expérimentale de ma thèse, en fait, elle est basée sur une campagne expérimentale qui est préexistante. Et du coup, j'ai pas choisi ni le sol, ni le traitement, en fait. J'ai juste utilisé le même traitement, même sol que cette campagne-là. Donc, j'ai pas choisi le pourcentage de chaux ni de liant, ni la nature de la chaux, du liant d'ailleurs. Et du coup, moi, dans mon modèle, j'ai choisi de ne pas utiliser la chaux pour activer le laitier. En fait, la partie laitier de mon liant, elle est activée par la partie clinker du liant. Et j'ai utilisé l'impact de la chaux uniquement pour faire modifier la morphologie de mon sol. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Est-ce que du coup, il y aurait d'autres questions qui n'auraient pas été posées dans le chat sur cette première présentation? Est-ce que je peux simplement rajouter un petit point sur cet ajout de la chaux sur des sols à faible plasticité? C'est vrai effectivement qu'on considère en général que la chaux a plutôt destination sur les sols fins plastiques. Il y a quand même un avantage qui peut apparaître également sur les sols à faible plasticité. Ce sont dans des contextes de pH acide. La chaux peut avoir cet effet correcteur nécessaire pour favoriser la prise. Hein. On peut constater donc parfois la chaux peut avoir cet intérêt-là. Il n'y a pas besoin de gros dosages, mais sur des sols acides, ça peut vraiment avoir un effet très très bénéfique. Okay. Du coup, on va passer à la deuxième présentation. Donc, comment a été gérée la confection des éprouvettes dans la craie, étant donné que la blocométrie observée sur les photos? Comment ont été prélevés les échantillons à T+12 pour les essais type jet? Je vais commencer par la deuxième question. En fait, il n'y a pas eu de prélèvement parce que tout simplement, le type d'essai qui est développé par l'INRAE permet effectivement de faire les essais sur place sans forcément faire de prélèvement. Donc, la cellule, elle est un peu adaptée pour pouvoir même tenir en talus et réaliser les essais directement sur la surface du matériau. Donc, c'est assez représentatif de l'état sur place et on évite tous les effets de destruction de matériaux qui sont liés au carottage. Concernant la première partie de la question, effectivement, le matériau, en fait, tout le travail que j'avais évoqué tout à l'heure en disant qu'il faut travailler sur les processus d'élaboration du matériau, effectivement, ça concerne tout ce qu'on fait depuis une blocométrie d'un matériau qui est assez élevé, on va dire supérieur à 500 au minimum des cas, et puis toute la phase qui passe par la destruction, on va dire, de ces blocs-là pour obtenir à la fin une mouture de type 0,40. Donc, ça passe par un malaxage, ça passe aussi par un chenillage, ça passe par plusieurs étapes. Et la blocométrie finale qu'on a réalisée sur les planches, une fois ce process est fini, on était de l'ordre de 40, enfin 0,40. Donc, en fait, ça, c'est 0,40 in situ. Et en laboratoire, on est parti sur une mouture 0,35 et qu'on a écrété à 0,20, sauf erreur de ma part, sur les éprouvettes pour tout ce qui est triax. N'hésitez pas à intervenir pour si vous voulez mieux préciser vos questions ou rebondir à la réponse. Oui, Sinon... pardon, bonjour, je me permets d'intervenir. Mathias Ferreira. Du coup, de ce que je comprends, ça veut dire que toutes les éprouvettes qui ont été réalisées, notamment pour la craie, ont été prélevées in situ après malaxage, en fait, c'est ça? Vous n'avez pas eu un prélèvement à l'état naturel que vous avez travaillé ensuite en laboratoire? En fait, les éprouvettes, c'est de la craie naturelle, oui, ça a été prélevé sur un matériau qui a été préconcassé. Et c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Pardon. Et donc, excuse-moi, je t'ai permis. Donc, je disais, non, il n'y a pas eu de concassage en laboratoire. On était sur un matériau qui était déjà préconcassé à 0,35 et on a écrété à 0,20 de mémoire. Ok, merci.
On va passer à la question suivante. Les perméabilités in situ saturées ou non saturées? Très bonne question. C'est pour ça que j'avais effectivement indiqué des perméabilités un peu dans tout ce que j'ai indiqué, tout ce qui était in situ, avec des valeurs plafonnées en mettant perméabilité inférieure à X. Parce que la grosse difficulté, effectivement, c'est quand on travaille sur des matériaux de l'ordre avec des perméabilités 10-10, c'est pouvoir saturer les 5 cm dans le perméamètre, les 5 cm d'enfoncement et être sûr que ces 5 cm sont saturés. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur les durées de test, les 5 cm n'étaient pas saturés. Donc, il était très difficile de les saturer, sinon il fallait attendre plusieurs jours pour que ça marche. Donc, effectivement, ça a été réalisé, on va dire, dans un état pas forcément saturé. Et sur les quelques éprouvettes, on a essayé de laisser un peu plus longtemps, pardon, quelques essais qu'on a essayé de laisser un peu plus longtemps. Effectivement, on est atteint un peu un état de saturation et à des perméabilités un peu plus faibles. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la totalité de la question. Oui, ça, merci beaucoup, Wadoud. Ça répond à la question, mais tout en sachant que quand ce n'est pas saturé, la perméabilité est forcément plus petite. Et donc, les valeurs affichées dans le tableau, ça pourrait, en saturation, augmenter. Oui, alors effectivement, en termes de ta saturation, non-saturation, c'est exactement ce comportement. Toutefois, dans le type d'essai, en fait, ça s'inverse tout simplement parce que le volume qu'on injecte, qui est censé remplir des vides, on est en train de l'intégrer dans le calcul de volume qui a traversé l'eau. Donc, tout simplement, on va dire, on a injecté 1 cm3, il n'y a que 0,5 qui est passé, il y a 0,5 qui a rempli des vides, mais dans notre calcul, on ne considère que le 1 cm passe. Donc, finalement, la perméabilité qu'on calcule, elle est plus élevée que la perméabilité réelle. Et on ne pouvait pas attendre qu'on sature les 5 cm, sinon on allait passer des jours et des jours à faire des essais. Oui, c'est d'où ma question. Oui. Très bien, merci beaucoup. Ok, on va passer à la question suivante. Avez-vous observé des fissures de dessiccation après vidange et exposition sous forte chaleur? Du coup, je vais profiter de cette question-là pour répondre à, on va dire, à une autre question en partie. C'est que, effectivement, les planches qui n'ont pas été protégées, on a tout de suite, effectivement, ces fissures de dessiccation assez observables dans les quelques jours qui suivent la réalisation. Par contre, sur le bassin, en fait, on a fait en sorte que la couche de cure soit posée immédiatement après la réalisation. Et du coup, on n'a pas eu ce genre de fissure de dessiccation du fait qu'il n'y a pas eu finalement de mise à nu de cette couche-là. Sachant que le bassin, ce que je vais dire, il a été re-rempli après vidange. Du coup, vous ne voulez pas... Oui, je suis en train de lire la intervenir, non, je sais pas. Voilà. Après, sinon, il y a le critère de dimensionnement en termes de perméabilité fixé à 10-8. A-t-on ou prévoit-on une évolution de cette chaleur en fonction du temps? Les causes des dégradations sont-elles identifiées et quantifiées durant la durée de l'ouvrage? En fait, cette question-là, elle porte un peu plus sur l'aspect design, on va dire, de l'ouvrage. Comme je disais en introduction, aujourd'hui, nous, en tout cas, quand je parle de nous en termes de Bouygues, on n'est pas responsable du design, on a juste intervenu dans le cadre d'un marché particulier. Il y a des maîtres d'œuvre qui sont désignés pour chaque secteur qui sont responsables de ce design-là. Donc, ce critère-là, est-ce qu'il est revu à la hausse, à la baisse, c'est de leur ressort en partie. Par contre, la deuxième question qui porte... Alors, sur son évolution dans le cours du temps, on est en présence de matériaux neutres, donc peu importe même si du traitement de la bentonite ou la kaolinite, quand on est protégé, donc on est sur des matériaux neutres, donc il n'y a pas d'évolution dans le temps. Et si la couche de protection, enfin, d'où l'intérêt d'avoir ces couches de protection. Et maintenant, la question par contre sur les causes de dégradation, ça, j'avoue que je ne comprends pas exactement à quoi vous faites référence en fait. Ouais, la question, c'était une question. Vous m'entendez? La question, c'était une question de durabilité. Ah oui, effectivement. Donc, effectivement, la durabilité, là, on ne va pas forcément parler de dégradation. En fait, on va plus parler d'évolution des performances vis-à-vis le fonctionnement de la couche elle-même. Donc, effectivement, cette couche-là, si elle est mise en place, effectivement, elle sera amenée à subir ces effets de choc. Et en termes de réflexion, il y a tout un
une différenciation sur l'emplacement de la couche. Vous imaginez bien, quand on est dans un secteur complètement immergé tout le temps, l'évolution des performances ne serait pas le même que si on est sur une frange qui va subir des cycles de séchage et d'humidification. Donc, c'est tout un travail aussi qui fait partie du travail des maîtres d'œuvre et qui porte sur effectivement l'emplacement et l'évolution en fonction de l'emplacement des matériaux. Ok. Il y avait entre-temps, voilà. Il y a eu une autre question qui est arrivée sur le chat. Quel est le retour des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage sur les planches expérimentales du CSNE sur l'étanchéité? J'ai envie de dire, certains dans cette présentation sont déjà présents dans cette présentation s'ils veulent donner leur avis. Ce que par contre je tiens à préciser, c'est qu'effectivement c'est un travail qui n'a pas été mené comme un marché classique. C'est vraiment un marché de planches expérimentales. Donc le mot-clé c'est expérimental. Donc le travail a été mené on va dire, sous un pilotage conjoint à la fois avec le maître d'œuvre représenté par la Société du Canal, pardon, le maître d'ouvrage représenté par la Société du Canal, par le CST qui est composé d'un panel d'experts, notamment du domaine de barrage, et qui a suivi tout ce travail-là, qui a commenté et rédigé quand il fallait effectivement la direction des expérimentations qu'on faisait, et aussi les maîtres d'œuvre de l'ensemble des secteurs qui étaient impliqués dans ces groupes de réflexion et dans le suivi de toutes les opérations, et qui ont assisté effectivement à l'ensemble des tests et l'ensemble des opérations. Ok, merci. On a une question aussi sur du coup la présentation de Sébastien Hervé. Les aspects environnementaux seront pris en compte dans la nouvelle version. Ces aspects intègrent-ils les nouvelles ou futures sollicitations des ouvrages liés au changement climatique? Je pourrais répondre oui. Alors, ça fait partie clairement du scope, du cahier des charges du groupe du GT5. Après, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui comment ça sera pris en compte, mais ça fait partie effectivement des questions qui sont posées. Après, il faut déterminer quels sont les paramètres impactants du changement climatique sur les couches traitées, et ça dépend aussi de l'usage des couches traitées, de la position des couches traitées dans les structures, leur exposition à ces changements. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des réflexions du GT5 piloté par Delphine Jacqueline, qui a également d'ailleurs qui fait le lien également avec un sujet comparable dont elle est responsable dans le cadre de la normalisation européenne des terrassements au niveau d'un WG qui doit être de mémoire le WG9 sur les terrassements durables. Donc oui. Et je dirais toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là et qui ont des éléments à y apporter sont bienvenues dans les échanges actuels. Est-ce que certaines personnes souhaiteraient prendre la parole pour poser de nouvelles questions? Oui, bonjour à tous. Oui, on vous entend. Bonjour à tous. OK. S'il vous plaît, je voulais poser une question. C'est toujours en ce qui concerne la sollicitation des structures exposées aux très fortes températures. C'est-à-dire, quel est l'impact des matériaux qui sont utilisés pour le traitement des sols exposés aux fortes températures? Alors, la question est relative à quelle présentation? Je pense que c'est général, non? Question un peu générale. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, je peux commencer à apporter quelques points, pas forcément des réponses, mais quelques points.
Alors d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle très forte température, puisque là, ce qu'on vise quand même, ce sont des températures pour la partie GTS, hein, ce sont quand même des températures représentatives des conditions de chantier. Donc, globalement, on sait que la température accélère les phénomènes de prise hydraulique, certainement les perturbe quelque peu. Il y a des thèses assez anciennes maintenant, mais d'autres plus récentes, qui montrent que jusqu'à 40-45 degrés, les perturbations sont, je dirais, elles existent, elles ne sont pas très perturbantes vis-à-vis de la prise, hormis la cinétique de la prise, là évidemment, qui est énormément accélérée. Si vous passez de 20 à 40 degrés, vous avez un facteur de x4, x6 en termes de cinétique de prise. Après, voilà, au-delà, normalement, 40 degrés, c'est quand même une température qu'on espère ne pas atteindre trop souvent malgré le réchauffement climatique. Mais c'est un sujet, notamment sur les chantiers. Il y a un impact, effectivement, sur les chantiers. Voilà, ce que je peux donner comme élément de réflexion par rapport à ça. Du coup, je me permets de compléter un peu la réponse de Hervé. Effectivement, sur la partie de mise en œuvre, effectivement, au-delà de 40 degrés, généralement, heureusement qu'on ne travaille pas dans des conditions comme ça tout le temps, parce que même d'un point de vue, on va dire, ouvrier, main-d'œuvre et des gens sur site, c'est pas simple pour gérer des températures comme ça. Mais si je comprends bien, au-delà de ce qu'on peut faire initialement, votre question, je pense qu'elle parlait aussi en termes d'évolution dans le temps. C'est-à-dire que on peut, enfin, les températures qu'un sol traité peut subir dans le temps, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que face aux sollicitations, par exemple, si je prends le cas d'un sol traité, dans le domaine routier, par exemple, vous voyez, avec le temps, il y a évolution, et bien d'autres. Donc, c'est relatif, en fait. Tout à fait. En fait, effectivement, si on prend le domaine routier pour rester sur ce domaine-là, généralement, quand on fait des couches de forme, effectivement, on fait en sorte qu'on place tout de suite les couches d'enrobé sur les couches de forme pour éviter effectivement ce genre de dégradation. Parce qu'effectivement, les enduits de cure qu'on fait, ils ont on va dire une durée de vie très limitée. Ils permettent effectivement une bonne cure, une bonne petite protection sur une petite partie, mais pas éternellement. Après, des surfaces en sol traité qui sont exposées comme ça à des températures tout le temps, c'est des structures qui sont un peu particulières. On sort un petit peu du domaine routier. C'est là-dessus, il y a pas mal de bibliographies qui existent et il y a pas mal d'études qui parlent d'études de durabilité. La plus grosse difficulté, c'est de faire des études en laboratoire qui représentent la réalité du terrain. Parce qu'on peut faire des essais qui montrent que le matériau se dégrade parce qu'on fait des conditions extrêmes. On peut refaire les mêmes essais avec des températures un peu plus réalistes et on voit que les matériaux ne se dégradent pas. Au contraire, on a un gain de performance. Donc la représentativité des conditions, on va dire, du site est liée un peu à ce qu'on peut faire en laboratoire. Il faut faire attention pour être représentatif du site. Maintenant, des températures exposées à plus de 40 degrés tout le temps, j'avoue qu'il y a très peu de REX là-dessus, sur des sujets comme ça. Et comme je disais, à chaque fois, c'est généralement des structures qui sont protégées plutôt par des structures d'enrobés. Et même les structures d'enrobés qu'on met en France, c'est pas les mêmes qu'on met en Afrique et c'est pas les mêmes qu'on met au Moyen-Orient. On regarde des variations de température. Très bien. Merci donc à tous les orateurs pour ces présentations fort intéressantes. Nous avons été jusqu'à 80 participants pendant cette webconférence et nous vous souhaitons à tous une très belle journée et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour des journées scientifiques et techniques ou pour un prochain webinaire. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.